Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo débriefing de mes lectures du mois d'avril 2023, dans lesquelles j'ai notamment lu un run de Batman qui est juste exceptionnel. Je suis très content de l'avoir lu parce que ça faisait très longtemps que les récits que je lisais sur Batman ou dans l'univers DC étaient pas top, et celui-ci remonte allègrement le niveau. Et ça fait plaisir. Mais avant de parler de Batman, je voulais aborder le sujet des TMNT, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que j'avais acheté le tome 19, Shredder et Naël, ainsi que Chevalier d'Écaille, respectivement chez iComics et Vestron. Alors je ne vais pas faire de débriefing de ces trois tomes-là, tout simplement puisque mon ami Puppet Comics m'a invité dans une de ses vidéos pour en discuter. On a longuement échangé nos avis respectifs. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là si vous voulez savoir ce que je pense de ces trois tomes. Allez, on se lance enfin dans l'univers de Batman avec Batman Terre 1 qui est paru chez Urban Comics et qui est en 3 tomes. Petite explication de ce qu'est la Terre 1 qu'on retrouve notamment dans le livre Multiversity de Grant Morrison. La Terre 1 est l'opportunité pour les auteurs de raconter des récits de jeunesse de nos héros préférés, tout simplement. En fait, c'est le début de leur carrière, mais à une époque actuelle, moderne, puisque Batman a plus de 80 ans. Aujourd'hui, ça serait une personne décédée, tout simplement, puisqu'il aurait plus de 100 ans. Là, en fait, on voit les premières aventures de Batman dans Gotham. Alors ça fait écho à Batman année 1 de Frank Miller, ça s'inspire grandement et on peut dire que ça se passe un tout petit peu après, mais c'est vraiment très très bien. Donc au dessin c'est Gary Frank, je ne peux que recommander cet artiste, c'est juste magnifique les planches. Voilà une planche au début du tome 1 où on voit le jeune Batman qui court à travers les toits, qui sort son grappin et qui rencontre quelques problèmes. C'est pas un gros spoil ce que je vous dis. En fait, on voit toute la genèse de Batman, de l'entité Batman, savoir comment est-ce que il s'est décidé à se lancer, pourquoi, qui l'a formé. Alors, comme c'est une terre parallèle, ça ne se passe pas exactement de la même façon que sur Terre Prime. Là, il a été notamment formé par Alfred. Alfred, qui à la base n'était pas majordome, est une personne qui a été aidée par Thomas Wayne, le père de Bruce, et qui devient le tuteur de Bruce au moment de sa mort, mais ils n'avaient pas plus de lien que ça, il n'était pas le majordome à ce moment-là, il le devient par la suite. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les difficultés de Batman avec son équipement, il n'a pas encore la Batcave, on voit que tout le monde se demande qui est cette personne. On voit aussi comment la police réagit. Alors il y a un petit peu un écho avec le film de Burton au tout début où on voit les flics qui savent pas trop comment agir, ils font même des portraits robots bizarres, etc. Donc c'est très très bien. Et franchement, je ne peux que recommander Terre 1. Alors, il y a d'autres héros qui ont eu leurs histoires sur Terre 1 avec Wonder Woman, Superman et également Green Lantern. Alors, Green Lantern a eu un écho beaucoup moins inspiré que les trois autres, apparemment. Alors, je ne les ai pas encore lus, mais je pense que ça sera des lectures très prochaines. Alors, c'est une trilogie, mais la fin pourrait faire penser qu'il pourrait y avoir un 4e tome. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment, mais je recommande, c'est vraiment une très très bonne lecture. En plus, on voit d'autres personnages de la mythologie de Batman qui rentrent dans la vie de Bruce de façon très très différente. Je pense notamment à Killer Croc, qui a une arrivée dans la vie du Chevalier Noir qui est complètement différente et qui va même devenir son allié. Ouais, je spoil un tout petit peu, mais c'est pour montrer vraiment que c'est très très marqué, mais vraiment différemment. Par exemple, Harvey Dent a une sœur jumelle. Voilà, je ne vais pas donner plus de détails. Et voilà, on voit comment Bruce essaye de mener sa double vie du mieux qu'il peut, essayer de combattre la corruption. Bon, bref, c'est du Batman et du très 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 bon Batman. Je mettrai honnêtement 17 à 18 sur 20. Toujours dans l'univers de Batman, mais de façon très très différente, j'ai lu Batman Justice Buster, le tome 1 paru chez Kana. Une nouvelle adaptation en manga de Batman, puisqu'il y en a eu d'autres. Il y avait eu notamment Batman Ninja,
C'est qu'un exemple, il y en a eu d'autres, j'en ai quelques-uns dans ma collection. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo à thème sur les super-héros de comics adaptés en manga, je pense que ça peut être sympa. Ici on suit encore Batman forcément, qui agit dans une Gotham City qui est beaucoup plus moderne. Batman a une armure complètement high-tech avec grappin intégré, intelligence artificielle intégrée. Ça change énormément du Batman, on va dire américain. On voit vraiment un parti pris de l'auteur qui est très particulier. Le Joker est un pseudo-héros qui veut être l'acolyte de Batman. Batman n'a pas de Robin. Robin est une intelligence artificielle. C'est assez particulier, il faut avouer. Le dessin aussi l'est tout autant. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme type de planche. Alors on est vraiment loin de ce qu'on peut trouver dans les dessins modernes de Batman dans la comics, tout bêtement Terre 1 que je vous ai présenté juste avant. On en est très loin. C'est pas le plus beau trait de manga aussi que j'ai vu, hein. Faut pas non plus exagérer. On est très loin d'un Buron 100 par exemple. Mon avis est assez mitigé sur ce manga-là, tout simplement parce que j'attends d'en voir un petit peu plus. Ce n'est que le tome 1, le tome 2 devrait sortir d'ici quelques mois. Je pense que je le prendrai. Que j'ai envie de voir un petit peu ce que vont devenir ces personnages, parce qu'on voit plein de personnages qui ont des histoires, alors qui gravitent pas toujours autour de Bruce Wayne, hein, loin de là, mais petit à petit, on va dire que le lore classique de Batman se met en place avec des personnages que l'on identifie facilement. Qui est le Joker? Pourquoi est-ce qu'il veut être l'acolyte de Batman? Qui est le fameux Justice Buster dont on parle dans le titre? Voilà, j'ai envie de découvrir ça. Pourquoi avoir créé une intelligence artificielle? Est-ce qu'il reviendra dessus? Que pense Alfred? Enfin bref, il y a plein de questions dont on peut se poser. J'attends de découvrir ça. Je vais mettre pour l'instant un 13. C'est pas trop mal, mais c'est pas foufou non plus. Ça a en tout cas éveillé ma curiosité. On reste côté manga avec V2 Panzer, paru chez Kana, donc un des ouvrages de Leiji Matsumoto, hein, qui nous a quittés il y a quelques mois malheureusement. C'était le seul que j'avais pu acheter à ma librairie puisqu'il l'avait directement. Les autres sont en commande. Je vais pas tarder à en récupérer quelques-uns de plus. Alors V2 Panzer, qu'est-ce que c'est? C'est dans un monde post-apocalyptique où en fait une dictature est mise en place et tout simplement en fait tout ce qui est mécanisé comme les motos sont interdites. C'est complètement interdit puisqu'il y a eu en fait une guerre de motards contre des tanks. Alors forcément les motards allaient perdre, hein, vous allez me dire. Et en fait il y a une course qui est lancée, une course de moto, mais avec des motos particulières qui sont autorisées. Et en fait, le vainqueur de la course peut rencontrer le dictateur et si il le tue, les motos pourraient de nouveau avoir le droit de circuler. Puisque voilà, c'était dans la loi, c'était prévu comme ça. Et une rebelle qui s'appelle Saviar Sherazade, presque Sherazade, hein, j'ai envie de vous dire, se lance là-dedans. C'est la personne que l'on voit d'ailleurs sur la couverture, qui va être aidée par des acolytes, il va lui arriver plein de choses. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux sur certains passages, hein, clairement. C'est très Matsumoto-esque, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a des situations qui sont très particulières. Alors, il faut aussi penser que c'est très vieux comme récit, donc c'est avec les standards de l'époque, hein, c'est loin d'un manga classique d'aujourd'hui, on est très loin de Naruto, hein, par exemple. Mais c'est clairement une ode à la liberté, à briser les chaînes de l'oppression, rétablir la liberté des gens, avoir de l'honneur, ce que beaucoup de personnages de Matsumoto ont. Je ne vais pas citer Albator de nouveau, mais voilà, tout est mis en place pour savoir qu'est-ce qui va arriver à Sherazade, est-ce qu'elle va arriver au bout de sa quête, de son initiation également, qui sont les personnes qui l'accompagnent. Voilà, c'est très sympathique. Je passais aussi un bon moment. Alors, il est un peu épais quand même, hein, franchement, j'ai passé un petit moment à tout lire. J'ai été agréablement surpris. Je mettrais pareil un 13-14. C'est pas mal. C'est loin d'être les meilleurs récits de Matsumoto, mais je passais un bon moment. On va finir les mangas avec Luke Skywalker Légende, paru chez Nobi Nobi, qui est l'éditeur qui sort tous les mangas Star Wars actuels.
Ils ont Princesse Leia, ils avaient la Haute République également. Ils viennent de lancer le Mandalorian. Donc beaucoup de mangas sortent dans l'univers Star Wars. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des mangas Star Wars. Il y avait déjà eu une adaptation de pas mal de films des 2 premières trilogies qui avaient été adaptés. Alors pas tous, ainsi qu'un tome qui n'a aucun rapport avec les films, qui était Silver and Black, si je ne me trompe pas de nom, qui est très particulier là aussi. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? En fait, c'est l'adaptation manga d'un roman de Ken Liu, si je ne dis pas de bêtises, où en fait c'est des légendes autour de Luke Skywalker, savoir en fait qui il est, est-ce qu'il est... il y a plein de légendes, est-ce qu'il est à moitié machine, est-ce qu'il est juste un rebelle, etc., etc. Bref, c'est pas fou, hein, je dois vous l'avouer. Il y a 4 histoires différentes. J'en ai oublié la moitié pour vous dire, tellement c'était pas foufou. En plus, tous les récits ne sont pas dessinés par la même personne. Voilà, dans le premier récit, voilà ce genre de planche, hein, c'est pas non plus fantastique. On passe ensuite à ce type de dessin qui est déjà beaucoup mieux. À ce type de récit-là, de dessin et de récit là, je vais revenir dessus juste après tellement c'est dégueulasse. À ces dessins là pour finir. Alors, j'ai lu ce manga tout simplement parce que j'avais envie de lire du Star Wars et j'avais envie de lire un manga parce que j'en ai acheté pas mal mais j'ai pas encore commencé parce que je voulais en avoir plusieurs et avant de me lancer dans le canon de Disney, je voulais un peu m'armer, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit tiens je vais lire ça, ça va aller vite, il n'y a qu'un seul tome, c'est un one shot, ça descend la palle et c'est terminé. Eh ben dis donc, c'est pas fou quand même, hein. Alors autant, on va dire, la première histoire où Luke sauve un impérial et lui fait regagner sa confiance. L'histoire en elle-même est bien, le dessin est pas terrible, clairement. La deuxième, c'est Luke qui vient sauver des robots, des droïdes. L'histoire est très bateau, le dessin est pas trop mal. La troisième histoire, c'est n'importe quoi. Vous avez, en fait, comment dire... une puce ou un tic qui est un animal intelligent et qui va entrer en contact avec Luke et Leia. Voilà, ça passe de commentaires, c'est naze. Et la dernière histoire, on voit Luke qui sauve une jeune fille et qui se retrouve dans un des vers planétaires qu'on retrouvait notamment dans l'épisode 5. Alors j'ai plus le nom en tête de la bestiole. Et il y aurait un temple Jedi dedans. Enfin bref, ça a ni queue ni tête. Ça me motive pas à lire le roman, hein. Je vous avoue que si c'est exactement l'adaptation du roman, les récits sont nuls, mais nuls. Le premier ça passe, franchement c'est pas trop mal, le type de rédemption, etc. Mais c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas bien du tout. Vraiment très déçu de cette vision de Luke, enfin de ces aventures de Luke là. C'est pas la vision qui est problématique comme par exemple l'épisode 8 de Luke Clodo, on en est très très loin. On est dans un Luke qui est dans l'Alliance Rebelle, qui est dans la fleur de l'âge, donc dans le Luke que moi j'apprécie. Les histoires, mais il faut vraiment avoir un manque d'inspiration phénoménal pour reprendre ça. Je vais mettre 6 pour l'effort. Franchement, à ne pas acheter. On revient dans les comics avec Mighty Morphin, le tome 4, le début de la guerre eltarienne, The Eltarian War. J'attendais cet event depuis un petit moment. J'attends, du coup, il faut que j'achète le tome 4 des Power Rangers, hein, qui est la suite, sa deuxième partie de cette guerre-là. Donc c'est avec l'équipe, on va dire, qui est restée sur Terre, même si les Omega Rangers ont rejoint la team de Rangers originelle. Et en fait, on voit que les machinations des Eltariens se mettent en place, on voit les menaces qui pèsent sur la Terre, on voit ce qu'il advient de Zordon, comment est-ce que on fait pour le ramener. Je ne vais pas trop m'étendre et comment Billy se démène de tout ce qu'il peut, franchement. Je fais un petit parallèle, mais je suis tellement content. Je ne l'ai pas encore vu, mais je suis tellement content que Billy devienne le chef des Rangers dans l'épisode spécial sur Netflix. Je trouve qu'il le mérite. Parce que, à mon avis, je pense que... alors, j'ai pas vu toutes les séries, hein, mais
Billy est l'un des Rangers les plus mythiques après Tommy Oliver, le Ranger vert, blanc et toutes les couleurs. Franchement, avec tout ce qu'il a fait, il méritait au moins de piloter le Megazord. Et là aussi, il assure. Le récit est bien, les dessins sont vraiment sympas aussi. Voilà quelques planches. Alors il y a beaucoup de couleurs, hein, notamment dans certains combats, mais ça passe bien en fait. C'est très coloré, comme les Power Rangers. L'intrigue est vraiment bien. J'attends la conclusion de la guerre eltarienne, qui n'est pas la fin de la série hein, d'ailleurs, puisqu'il va y avoir d'autres tomes qui paraîtront un tout petit peu plus tard. Donc je pense que les deux teams vont de nouveau se séparer. Et j'attends de voir. En fait, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de personnage qui est laissé de côté. Tu as des histoires sur un peu tout le monde construit un petit peu son bac, et de temps en temps, il y en a qui sont un peu de côté, et hop, ils reviennent, mais s'ils reviennent, c'est pour une bonne raison. C'est un scénario qui est bien écrit, un bon 15, c'est une bonne surprise, je recommande les Power Rangers chez Vestron. Toujours dans le comics indépendant, j'ai lu l'intégrale Archer et Armstrong paru chez Bliss Comics, donc dans l'univers Valiant. Donc, qu'est-ce que c'est Archer Armstrong? Alors là, c'est le reboot de la série, puisque Archer Armstrong, il y avait des récits sur ces deux personnages dans les années 90, puisque Valiant a commencé son existence dans ces moments-là. Donc, vous avez tout simplement Archer, le jeune homme, qui est élevé dans une secte, donc une secte américaine, hein, clairement. Et en fait, ce gamin-là est un génie du combat, il sait se battre. En fait, dès qu'il voit quelque chose, en fait, il arrive à l'intégrer et à le réutiliser. C'est un pur génie. Et en fait, on l'envoie tuer Armstrong, qui est un immortel hédoniste. Le but, c'est de le tuer. Alors, on ne sait pas trop pourquoi au début. On comprend très vite le pourquoi. C'est pour lui voler, entre guillemets, le don. Je ne vais pas développer plus. Et en fait, Archer se rend compte qu'il est manipulé et que, en fait, il coupe avec la secte. Et celui d'amitié avec Armstrong, même s'il y a des rebondissements, il y a tellement de rebondissements, c'est tellement fou. Et en fait, on voit leur pérégrination. Mais c'est du délire en boîte. Hein. Franchement, les gars, ils ont pris plein de trucs. À un moment, on voit Bruce Lee, Brandon Lee. Enfin voilà, je vous donne les délires. Il y a des extraterrestres. Il y a du voyage dans le temps. Il y a tellement de trucs. En fait, vous voyez tous les types qui essayent de les taper autour. Vous les voyez à un moment. Vous les voyez. Il y a des organisations secrètes. Il y a des lamas nazis. Voilà, j'ai donné l'argument ultime des lamas nazis. Cherchez pas à comprendre, foncez lire ce bouquin. Alors, c'est un peu long, hein, parce que c'est un gros bébé de 800 pages. Et alors, un truc que j'aime beaucoup avec l'univers Valiant, c'est que dedans, vous retrouvez des épisodes qui étaient déjà présents dans la première intégrale de Bloodshot. Parce que les chemins, en fait, les récits se croisent. Et se croisent intelligemment. Donc il y a des passages où en fait on pouvait pas comprendre. Moi j'avais lu Bloodshot en premier. Il y a des passages, certaines phrases, c'est pas non plus des gros passages, mais que je ne pouvais pas comprendre parce que je n'avais pas lu ça, tout simplement. Donc il y a des rêves qu'on n'a pas. Il faut lire. Alors c'est dur de lire en parallèle, mais alors j'ai relu les passages, ce qui m'a permis de bien m'éclairer et de bien tout comprendre. Et en fait c'est que ça. Dedans, il y a des personnages qu'on va retrouver ailleurs. On voit notamment Ivar Anipada, que je vous parlerai dans une vidéo dans pas trop longtemps, qui va avoir son récit, Ivar Time Walker. Donc il y a des liens avec Bloodshot, il y a une référence à Face. C'est génial, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors il y a des passages qui sont plus fun que d'autres. Faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a des complots qui sont détournés pour faire des trucs tout pourris, mais c'est juste un gros délire. Je mettrai un bon 16 sur 20. Il y a d'autres histoires sur ce duo-là que je lirai plus tard, je pense, parce que là j'ai eu ma dose avec 800 pages. J'ai envie de lire autre chose dans l'univers Valiant. Et je reviendrai sur ce duo magique dans pas longtemps, je pense. Et on finit avec un autre récit dans l'univers Valiant, La Reine Oubliée. Donc La Reine Oubliée est un one-shot que j'avais pris lors de la braderie de Noël, puisque je l'avais pas, donc je me suis dit c'est pas mal. Il est très fin, donc je me suis dit je vais le lire rapidement. J'avais une soirée entre guillemets à tuer, je vais le lire en une soirée et c'est fini. Dedans, en fait, on voit des scientifiques qui sont en train de faire de la plongée sous-marine dans un lieu et
découvre une armure mongole au fond de la mer, ou de l'océan. Mais mongole de l'époque de Gengis Khan, hein, donc il y a pas mal d'années. Et en fait, il y a une histoire qui se passe en parallèle entre le passé et le présent, où on voit cette fameuse reine oubliée qui apparaît, qui est une immortelle. En fait, on voit sa vie, sa déchéance, sa recherche de qui elle est, de son identité, de ce qu'elle peut faire, de ses amours, de ses déceptions, de ses ratés aussi, de ses échecs. Et on voit un petit peu en fait son évolution petit à petit entre les flashbacks et qui elle est à l'époque moderne. Et on a son identité à la fin. Et j'ai été très déçu de cette révélation-là. J'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique. Alors, il y a un lien qui se fait dans les dernières pages avec le récit que je vous ai présenté précédemment. Alors, pas ce récit-là, mais des personnages de cet univers-là. Et j'ai trouvé que c'était trop facile. Je pense que c'est faire du féminin pour faire du féminin. Le personnage est mal développé. Pourrait avoir une meilleure interprétation à mes yeux. Je ne sais pas si elle revient dans d'autres récits, mais un récit très oubliable, je mettrais 7-8. Pour vous dire, c'est pas fou. Graphiquement, c'est pas trop mal, mais il y a des planches des fois qui sont à mon avis ratées. Regardez la qui est ici, sa bouche est démesurément grande, hein. Franchement, il y a des petits problèmes de proportion à certains moments. Alors c'est pas non plus ignoble, mais peut mieux faire. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, quelles sont les lectures que je vous viens de vous présenter qui vous ont étonné, qui vous donnent envie de lire, ou celles qui vous ont déçu. Je serai content d'avoir votre point de vue et de pouvoir échanger avec vous. Je remercie tous ceux qui like, regardent les vidéos, les partagent, ça me permet de me faire connaître auprès de vos amis et auprès de YouTube. Si la communauté grandit, c'est grâce à vous. C'était Prophet Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!